Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre table ronde d'aujourd'hui sur les 25 ans d'immigration francophone de l'Afrique subsaharienne dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, mon nom est Wislinda, je suis assistante des communications à l'Observatoire et au nom de toute l'équipe de l'Observatoire, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cet atelier. Avant de continuer, quelques consignes. Je vais vous demander de garder votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas, puis d'allumer vos caméras si vous le pouvez et finalement d'utiliser le clavardage afin de déposer vos questions, commentaires et suggestions. C'est bon? Merci. Alors, je dois vous dire également que cette table ronde est enregistrée et sera diffusée sur tous nos réseaux. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter, où que vous soyez aujourd'hui, à prendre un moment afin de faire la reconnaissance du territoire sur lequel nous vivons aujourd'hui. Moi, Wislinda, présentement à Ottawa, je rends hommage au peuple algonquin, Anishinaabe, gardien traditionnel de cette terre. Et je rends également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Et comme vous le savez, cet atelier est présenté par l'Observatoire, est organisé en fait par l'Observatoire en immigration francophone au Canada dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, l'Observatoire a pour mission de créer un espace de partage, de recherche et de mobilisation des savoirs afin d'appuyer les politiques publiques et les pratiques en immigration. L'Observatoire est logé dans les locaux de l'UOF, qui est l'Université de l'Ontario français. C'est la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. Et cette université-là a été fondée en 2018 par la loi de 2017 sur l'Université de l'Ontario français. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Monsieur Alphonse Aola dans sa présentation. Monsieur Aola, c'est le président directeur général de la Francophonie canadienne plurielle, FRAP. Il est aussi membre de plusieurs conseils nationaux et du conseil du premier ministre de l'Alberta. Il est titulaire de la médaille du couronnement du roi Charles III pour son engagement communautaire. Monsieur Aola, merci et bienvenue à cet atelier. La parole est à vous. Merci beaucoup, Iseline. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres de la communauté. Aujourd'hui, nous célébrons la 30e édition du mois de l'histoire des Noirs. Et pour le cas de notre conférence ici, présentement, nous voulons souligner les 25 ans d'immigration francophone de l'Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça que l'OIFC, le PRAN, dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure, et la FRAP ont collaboré pour vous offrir un aperçu chiffré du poids démographique des immigrants francophones d'origine subsaharienne depuis un quart de siècle. Alors, cette initiative va se poursuivre certainement. Ça, ce n'est que le début et va permettre de mettre en exergue des histoires, des aspirations et les cultures des immigrants pour comprendre les trajectoires migratoires et soutenir une francophonie canadienne inclusive. Et comme vous le savez certainement, tous ces immigrants qui sont arrivés dans ce pays, qui sont venus de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, sont arrivés avec leur langue, leur culture, leur savoir, mais ils sont surtout arrivés avec le français. Dans un pays où le français est souvent minoritaire, leur présence a compté, elle compte encore, elle a renforcé nos écoles, nos organismes communautaires et notre francophonie. Et cette immigration n'a pas seulement enrichi le Canada, elle a aussi transformé la francophonie canadienne, elle a rendu plus diverse, plus forte, plus ouverte au monde. Mais il faut aussi se dire que ces parcours n'ont pas été simples. Il y a eu l'exil, il y a eu il y a eu non seulement l'exil, mais aussi la nécessité de s'adapter. Il y a eu
la reconnaissance difficile des diplômes, le racisme, la double minorisation que connaissent les francophones et ensuite la résilience. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous allons souligner ce matin dans la table ronde que vous allez suivre et que je sais vous attendez impatiemment. Mais avant d'en arriver à cette table ronde, je voudrais vous planter avec vous le contexte et vous donner réellement le contexte dans lequel nous faisons ce travail-ci. Comme vous êtes probablement, vous ne l'ignorez pas, nous avons un certain nombre de défis en ce qui concerne les données liées aux communautés africaines, notamment les communautés subsahariennes. Par exemple, les données sont généralement limitées ou fragmentées. Ça, c'est une préoccupation majeure. Ces données, et dans un contexte où les données ne sont pas toujours disponibles, ou alors les données parfois sont disponibles mais difficiles à exploiter, ou alors les données sont fragmentées, ou alors elles ne sont pas suffisamment étudiées pour pouvoir réellement être utiles. Donc, il y a dans ce contexte-là une difficulté de planifier et de décider. Donc, décidément, nous avons besoin de données probantes. Donc, nous avons collaboré, la francophonie canadienne plurielle, dont je suis le directeur général, l'Observatoire en immigration francophone au Canada et PRAN, qui est le partenariat pour la recherche avec les nouveaux arrivants africains, qui est logé à l'Université de l'Alberta. Donc, je vais vous donner dans un instant les infographies que nous avons pu regrouper dans ce contexte-là. Ces infographies vont certainement alimenter le débat qui va suivre. Vous allez certainement avoir une idée, grosso modo, de les tendances depuis 25 ans. Et avec l'aide de Kim, je vais commencer par entrer dans l'infographie pour vous l'expliquer en détail. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une croissance soutenue des profils diversifiés et un ancrage communautaire important. Alors, voici les profils tels que vous les voyez dans votre écran. Le profil des personnes immigrantes francophones originaires de l'Afrique subsaharienne au sein des communautés francophones et acadiennes. Première chose que vous constatez, c'est qu'en 96, nous avons environ 8030 francophones d'origine subsaharienne au Canada. Mais en 2021, nous en avons 49 315. Je vous laisse voir le niveau de progression qui est extrêmement important et probablement, je présume, dans le débat qui va suivre, nous allons en tirer les conséquences. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, dans ce contexte-là, l'objectif pour nous était surtout de dresser un portrait des personnes immigrantes issues de l'Afrique subsaharienne établies hors Québec, parce qu'il faut bien comprendre que les francophones dont nous parlons jusqu'ici, il s'agit des francophones subsahariennes hors Québec. Donc, nous analysons leur évolution démographique depuis 25 ans, c'est-à-dire entre 96 et 2021. Et il faut aussi comprendre, il y a un certain nombre de concepts qu'on utilise. Par exemple, le terme francophone, c'est la conception la plus simple possible que nous avons empruntée à Statistique Canada. Ce sont des personnes parlant français uniquement ou étant bilingues, français et anglais. Donc, il y a aussi les personnes immigrantes originaires de l'Afrique subsaharienne, je l'ai souligné tout à l'heure. Et nous parlerons aussi des communautés francophones en situation minoritaire, toutes provinces confondues, hors Québec, bien entendu. Alors, voici les proportions des immigrants d'Afrique subsaharienne francophone par province en 96. Vous voyez, l'Ontario, depuis longtemps, est à la tête et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous avons la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse. Et je vais vous dévancer parce que vous risquez de me poser la question, mais Alphonse, pourquoi il n'y a que ces quelques provinces? Ça ne sont pas toutes les provinces de notre cher pays, le Canada.
Eh bien, il n'y avait pas les données pour les autres provinces. Apparemment, Statistique Canada avait probablement pas trouvé des francophones ou alors le nombre de francophones était particulièrement insignifiant. Donc, c'est pour ça que ces provinces apparaissent ici parce que ce sont les provinces pour lesquelles nous avons les statistiques. La prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, en 2021, vous voyez, je présume que vous voyez encore la progression. Et entre parenthèses, devant chaque chiffre, prenons le cas par exemple de l'Alberta où nous avons 2590 immigrants subsahariens. Parmi les 2590 immigrants subsahariens, nous avons 5,5 immigrants subsahariens francophones. Donc, il faut bien voir la proportion que nous mettons là, c'est la proportion des subsahariens francophones. Vous allez, la diapo est là, vous pouvez regarder. Peut-être nous pourrons revenir en détail sur un certain nombre de provinces. Alors ici, sur une communauté active et diversifiée, vous voyez que par âge, en 96, et entre 96 et 2021, ça n'a réellement pas beaucoup changé. C'est resté stable. C'est la même tendance en matière de d'âge. La proportion la plus mince, c'est celle de 65 ans et plus. Même si en 2021, 65 ans et plus est monté quand même de 3% à 7%, et c'est normal, à mon avis, ça reflète la tendance générale du vieillissement de notre population, mais le reste des proportions des franges de la population sont restées relativement stables. Par contre, quand vous regardez la répartition par genre, vous voyez qu'en 96, il y avait plus d'hommes d'Afrique subsaharienne francophone qui immigraient dans ce pays, mais en 2021, cela s'est inversé. Et c'est plus de femmes entre 2096 et 2021. Nous n'avons certes pas les statistiques à date, mais je ne serais pas surpris que ce soit la même tendance. Prochaine diapo. Voilà, ici, là, la transformation des bassins migratoires et les principaux pays d'origine, c'est-à-dire d'où viennent les immigrants que nous avons ici, notamment des immigrants subsahariens. C'est intéressant de voir que en 96, c'est un pays comme l'île Maurice qui était l'une des principales sources d'immigration. Peut-être qu'on pourra en discuter et quelqu'un parmi vous pourra nous donner d'autres informations. Mais c'est ça la réalité. C'est l'île Maurice qui était premier. Ensuite, il y avait des pays aussi comme la Somalie, le Zaïre, qui est maintenant la République démocratique du Congo. Mais en 2021, il y a un changement. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. L'île Maurice devient deuxième. Et puis, boum, apparaît le Cameroun qui apparaît pas parmi les derniers, mais parmi les trois premiers. Et comme je suis sûr, certains d'entre vous, sans doute probablement, si nous regardons les statistiques à date, je ne serais pas surpris que le Cameroun soit même un peu plus haut que au troisième niveau. Bien, prochaine diapo. Voilà, donc en termes d'évolution, ces évolutions sont vraiment remarquables. Euh, le nombre de personnes venant de la République démocratique du Congo s'est multiplié pratiquement par 12. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, le Cameroun n'était pas dans les 10, mais brusquement, il est remonté à presque 5000 et il est devenu troisième. L'évolution est très importante aussi pour la Côte d'Ivoire ainsi que on va voir par province que en Alberta par exemple ils sont passés de 280 à plus de 8000 et au Nouveau-Brunswick quelque chose qui est remarquable c'est que dans l'ensemble des immigrants subsahariens qui sont arrivés au Nouveau-Brunswick, il y a près de 37,2% de subsahariens francophones. C'est la proportion vraiment la plus importante dans le pays. Évidemment, j'ai souligné tout à l'heure le fait que la population des femmes s'est inversée. Elles sont maintenant les plus nombreuses.
Alors, voilà où je finis cette présentation brève. Vraiment, nous avons beaucoup de données, mais ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un début. On a commencé, on a voulu juste vous donner une peinture grosso modo pour engager la discussion. Donc, nous allons continuer à bâtir des milieux de vie inclusifs pour favoriser l'ancrage et l'épanouissement de toutes les personnes immigrantes. Je pense que ceci est très important pour tout le monde. J'espère avec votre concours et avec le concours tout le monde, nous allons pouvoir développer une dynamique qui va nous permettre non seulement de collecter les informations sur les communautés que nous sommes, notamment les communautés subsahariennes francophones, mais aussi analyser ces données pour que vous qui faites du service, le service d'établissement et d'autres personnes puissent avoir des données probantes qui vont servir pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je repasse la parole à l'animatrice pour qu'on puisse enfin avoir écouté nos panélistes ce matin. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Aola, merci pour votre présentation. Alors, suite à cette présentation, j'aimerais prendre deux questions de l'audience. Alors, si vous avez des questions, je vous prie de lever vos mains. Deux questions. J'ai la main levée. Oui, oui. Est-ce que j'ai Alors, droit oui, oui, comme allez-y. panéliste? Merci. Oui, rapidement. Merci beaucoup. D'abord, oui, bonjour tout le monde et merci à l'Observatoire d'organiser cet événement très important pour marquer cette occasion très importante. Et Alphonse, merci beaucoup. C'est très riche et vraiment enrichissant. En fait, c'est un commentaire pour dire que oui, bien sûr, on célèbre 25 ans d'immigration francophone au Canada, mais on sait que la présence francophone est en lien avec l'histoire des Noirs, donc a débuté au Canada depuis très longtemps, n'est-ce pas? Au moins 4 siècles. Donc ça, c'est très important à souligner. Donc c'est un héritage crucial, bien sûr, comme vous savez, qui a contribué à la bâtissement du Canada, la fondation du Canada comme État-nation. Et puis nous nous sommes inspirés par leur trajectoire et courage et contribution. Merci. Merci, Amal, pour la question. Merci pour l'ajout, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou suggestions, commentaires? Oui, Benoît, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de cette belle conférence. Merci beaucoup, M. Aola, pour les mots d'introduction. J'étais curieux de savoir si les données permettaient d'apprécier la modalité d'immigration au Canada via, par exemple, les programmes d'études ou autres pour voir s'il y a des tendances de statut. Donc, tout simplement, si éventuellement ce type de données-là serait aussi disponible dans les recherches que vous avez effectuées. Merci. Alors, nous avons des données brutes que nous avons à demander à Statistique Canada et avec des chercheurs, notamment de l'Université de l'Alberta et de l'OIFC. Nous sommes en train justement de les analyser. Et moi, ce que je vais noter, c'est que effectivement, ces éléments que tu soulignes là sont importants à relever. Et j'espère que les analyses qui vont être faites vont les ressortir. L'une des choses que nous voulons faire, ce n'est pas seulement organiser les tables rondes comme celle-ci, c'est que nous voulons rendre disponibles ces données-là, de sorte que vous pourrez les avoir en temps réel. Chaque fois qu'ils sont disponibles, je crois que l'OIFC travaille là-dessus, vous pourrez avoir directement accès à ces données. Oui, merci. Oui, on a une dernière main levée, Ea. Oui. En fait, j'ai une question rapide pour Monsieur Aoula. Vous avez parlé du changement du profil des personnes francophones qui immigrent de l'Afrique subsaharienne. Avez-vous à date des pistes d'explication historique ou sociale par rapport à ces changements-là? En fait, en termes de statut, il faut savoir que un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, euh, euh, dépendamment de la situation dans des pays précis,
on va voir que la plupart des immigrants qui viennent, par exemple, sont réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et très souvent, ils seront soit, ils viendront soit par un sponsor privé, par exemple de groupe de cinq, ou alors ils viendront comme réfugiés pris en charge par le gouvernement. Mais il y a d'autres pays qui, généralement, la plupart des immigrants qui venaient de ces pays subsahariens francophones étaient surtout des résidents permanents. C'est le cas, par exemple, des pays comme, d'ailleurs, même l'île Maurice, les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, en général, c'était des résidents permanents. Mais à une certaine période, par exemple, pour un pays comme le Zaïre, beaucoup de résidents permanents, mais à partir de la transition vers la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'on connaît qui se passe dans ces régions-là, on a vu une grande croissance quand même de la population de demandeurs d'asile et des réfugiés. Donc, c'est globalement les deux principales tendances que nous voyons dans ces statuts de personnes qui arrivent dans notre pays. Merci beaucoup, merci. Nous allons poursuivre. Euh, Maintenant, c'est le moment, en fait, d'entrer dans le vif du sujet, en fait, d'écouter les échanges, les discussions de nos panélistes. Alors, comme vous le savez, cet événement est consacré aux 25 ans d'immigration francophone d'Afrique subsaharienne dans le cadre de l'histoire des Noirs. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos panélistes, Florence Ngenze Bouroho, Amal Madibo. On a également Yves Gérard Meouloko et François Affan. Alors, Florence Ngenzeburo, elle est présidente directrice générale de FN Stratégie, anciennement PDG du Centre francophone du Grand Toronto. Et Amal Madibo, elle est chercheure en résidence à l'OIFC. Puis, elle est professeure titulaire au département d'éducation à la justice sociale à l'Université de Toronto. Et nous avons Monsieur Yves Gérard Meouloko, qui est un leader communautaire, anciennement secrétaire général du Canada à l'UNESCO. Et finalement, Monsieur François Affan, directeur général du Conseil de développement économique de TNO. Alors, nos chers panélistes, merci et bienvenue à cette table ronde. Alors, on va discuter autour des thématiques intéressantes, notamment du parcours personnel et contexte historique, puis des défis et barrières, de l'identité et de l'appartenance, et finalement pour parler des perspectives d'avenir. Alors, chers panélistes, merci et bienvenue encore à cet atelier. Bienvenue, chers participantes et participants à cet atelier. Et pour commencer, je vais vous poser deux questions concernant la thématique parcours personnel et contexte historique. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené au Canada et qu'est-ce qui vous a motivé le plus? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous établir dans une communauté francophone en situation minoritaire? Et de plus, comment décririez-vous l'évolution de l'immigration francophone subsaharienne depuis 25 ans? Quels changements avez-vous observés? Alors, chers panélistes, merci encore et bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup, Iseline. Je me permets de commencer. Puis-je couper la parole des autres et les saluer par ailleurs et très heureux de retrouver Je levais la main, Amal. mais ça va. Allez-y, monsieur Yves Exactement. Gérard. Ben, merci beaucoup. Mais Amal, je vais vous laisser répondre d'abord et Non, 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 mon vas-y propos est d'abord, s'il certainement vous moins plaît. intéressant. Allez-y d'abord. D'abord Ben, vous. écoutez, je vais faire ça très, très court. Dans mon cas, mon arrivée au Canada est un accident de parcours. C'est que mes parents ont découvert ce pays très jeune, dans les années 70, et ont fait le choix euh, d'y envoyer leurs enfants pour les études post-secondaires. Mais dans mon cas, je suis arrivé beaucoup bien avant le post-secondaire, adolescent à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai eu la chance quand même dans ce pays de grandir, de me construire en tant qu'homme, euh, mais aussi de le découvrir également, parce que j'ai la chance d'avoir vécu dans 4 provinces différentes, le Québec, le Saskatchewan, l'Alberta,
l'Ontario où je vis encore aujourd'hui, c'est-à-dire à Ottawa. Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien revenir sur la question de l'évolution des 25 ans qui, je me semble, va être vraiment le cœur de la conversation plus tard. Merci. Qui veut se lancer? Amal? Oui, je pourrais, oui, merci. Et comme mon collègue, donc, c'est seulement présenté, je vais faire de même. Et puis, oui, on discutera, comme il a dit, il a de sujets, le sujet du sujet dans quelques minutes. Moi, ce qui m'a amené au Canada, c'est que, en effet, j'ai grandi au Soudan. Et c'est pour ça que quand on parle de la francophonie en Afrique subsaharienne, oui, c'est important. Mais en fait, il y a aussi une francophonie importante en dehors de l'Afrique subsaharienne et puis en dehors des pays, surtout qui ne sont pas identifiés comme francophones comme tels. Donc, c'est là où j'ai appris le français au Soudan. C'est là où j'ai vraiment appris qu'il y a quelque chose qu'on appelle la francophonie en Afrique, francophonie ailleurs dans le monde. On ne parlait pas beaucoup de francophonie au Canada à l'époque, mais maintenant c'est le cas. Donc, bref, pour être très bref, ce qui m'a amené au Canada, c'est parce que j'étais toujours intéressée à la francophonie comme culture, comme champ d'études, de recherche, et ainsi de suite, et aussi comme un lieu de rencontre, vraiment, de croisement aussi d'autres cultures et d'autres langues. Donc, comme j'étais toujours intéressée à la francophonie, j'étais toujours intéressée je me suis toujours intéressée à la diversité. Le Canada comme ça m'intéresse parce que il y a une francophonie et puis diversité. Donc, c'est un chevauchement de vraiment, deux thématiques, qui m'ont toujours intriguée, la francophonie et diversité. Vas-y, Florence, on fait honneur aux dames, hein? Merci beaucoup. Enchanté tout le monde, les gens que je ne connais pas encore. Puis félicitations à l'Observatoire pour une très belle présentation, à Alphonse aussi. Alors, moi, ce qui m'a amené au Canada, en fait, je suis arrivée comme réfugiée politique en 1994. Alors, je vais dire que, et puis c'est pas évident du tout de corriger l'Observatoire en immigration francophone, mais en fait, je pense que l'histoire de l'immigration francophone des gens de l'Afrique subsaharienne date des années 90 parce que j'en fais partie. Moi, je suis arrivée en 94, comme je dis, et à l'époque, il y avait déjà quand même des groupes d'Africains qui étaient arrivés des pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est là qu'on a commencé en fait à militer pour les services en français parce qu'il n'y en avait pas. Alors, je vous recommande d'ajouter peut-être 5 autres années pour compléter vraiment un portrait exact de l'immigration francophone subsaharienne. Et donc, moi, je me suis installée en Ontario. Vous avez posé la question pour savoir pourquoi on est venu au Canada. C'est mon statut de réfugié. Pourquoi je me suis installée en Ontario? Je recherchais une communauté ou une province où je pourrais en fait devenir bilingue, comme je parlais toujours le français de mon pays d'origine. Et c'est ça qui est arrivé, c'est le bilinguisme, c'est vraiment la capacité de parler les deux langues qui m'a permis finalement de progresser à des postes de direction où je me suis rendue éventuellement. Et peut-être qu'on va aussi revenir sur les aspects de résilience ou de courage des nouveaux arrivants ou des immigrants francophones. Merci. Merci beaucoup, Florence. Et je me présente aussi François Afan. Je suis le dernier à prendre la parole, j'espère pas le dernier durant. Moi aussi, l'histoire du Canada est une histoire, en fait, c'est un vieux rêve, hein. C'est un vieux rêve de quand j'étais plus jeune. Moi, je suis arrivé au Canada beaucoup plus en adulte, j'étais un adulte déjà. Et je suis venu comme un immigrant économique. Quand j'arrivais au Canada, j'étais déjà un résident permanent et j'arrivais du Cameroun. J'avais fait le choix du Canada. Je suis passé par le processus donc je suis arrivé comme un immigrant économique. Et puis, la deuxième phase, on regardait un peu le parcours personnel. Mais un peu comme Florence a dit, c'était le désir aussi de vivre dans un environnement bilingue, de vivre dans les deux langues. Je rêvais de grands espaces de nature. Ceux qui regardent un peu mon nom, qui connaissent, mon nom de famille, c'est Laforêt. Si j'étais français, je m'appellerais Laforêt.
dans ma langue maternelle, mon nom se traduit par la forêt. Donc, j'ai grandi au cœur de la forêt équatoriale tropicale. Donc, j'ai toujours rêvé des grands espaces de la nature. Donc, le Canada était l'exemple parfait. Donc, ça a été l'aboutissement d'un choix, d'un rêve, mais aussi d'un choix. Je m'arrête là et puis peut-être qu'on va développer dans la prochaine phase les détails de ce parcours-là pour les 18 dernières années. Euh, Merci François. Alors, qui veut répondre à notre deuxième question? C'est qui est de comment vous décririez l'évolution de l'immigration francophone subsaharienne depuis 25 ans et quels changements avez-vous remarqué? Euh, Désolée, je sais pas comment lever la main sur mon écran aujourd'hui. Alors, vous avez la parole, Florence. D'accord. Alors, je vais y aller sans prendre trop de temps, mais moi, ce que j'observe, c'est vraiment au départ, là, je parle des années 90, l'évolution était, la francophonie immigrante était beaucoup plus timide. On cherchait à marquer, à vraiment à faire nos marques, à nous faire connaître. Nous étions, nous les francophones immigrants, on était beaucoup plus noyés dans le multiculturalisme, si vous voulez. Il n'y avait pas une reconnaissance du fait qu'un nouvel arrivant francophone, en fait partie de la francophonie ontarienne. Là, je parle de l'Ontario. Il nous a fallu faire un peu de travail de fond auprès des communautés, auprès des leaders, auprès des gouvernements pour nous faire reconnaître à l'époque. Et ça nous a pris, puis j'étais parmi les gens qui étaient très militantes des droits des services en français pour les immigrants francophones. Ça nous a pris, je dirais même une vingtaine d'années avant que le commissaire des services en français, François Boileau, on va toujours nous rappeler de lui pour cela, avant qu'il fasse changer la définition de qui peut être appelé ou identifié comme francophone en Ontario. Et je pense que c'est là que vraiment nous avons été très reconnus. Et par la suite, il y a aussi il y a eu beaucoup de travaux qu'on a fait auprès des bailleurs de fonds, des gouvernements de IRCC pour en fait faire nous assurer aussi du financement des services en français pour les nouveaux arrivants, ce qui a fait que, en fait, quand il y a les services, les nouveaux arrivants arrivent, n'est-ce pas? Donc, je vous donne juste la courte histoire là de l'évolution. Je pourrais aller Merci. plus longtemps. Ouais. Alors, merci Florence, merci beaucoup. Alors, passons maintenant aux contributions et réussites. Alors, chers panélistes, dites-nous quelle contribution majeure des immigrants et immigrantes africains francophones avez-vous observé dans vos communautés? Excusez-moi, est-ce qu'on a déjà répondu à la question sur l'évolution de la francophonie ou de la migration francophone? C'est une question de temps? Ou- Hmm. Oui, on veut rester dans le temps, Hmm. mais oui, pendant votre prochaine intervention, vous pourrez aussi passer au travers. Ok, merci. D'accord? Merci. Oui. Justement, vas-y, Alors maintenant, Amal pourrait juste continuer. oui, oui, oui. Oui, rapidement, oui, je pourrais, oui, Oui, vous voulez oui, intervenir, Amal? oui, oui. Oui, oui, merci Oui. beaucoup. En effet, il y a eu, merci Florence, des développements positifs en fait très importants dans plusieurs domaines qui se croisent. Et y compris donc domaine de la recherche, étude de la recherche en immigration francophone, donc y compris en provenance de l'Afrique subsaharienne. Ma thèse de doctorat était l'une des premières études en fait sur ce sujet comme tel. Mais heureusement que maintenant, il y a ce champ d'études a beaucoup évalué, en fait, c'est beaucoup étendu. Et donc, il y a aussi de recherches, donc, y compris donc de recherches entreprises par toutes sortes de recherches, mais y compris des chercheurs de la région ou même des chercheurs de l'Afrique ou de la diaspora africaine, ce qui est très important parce que ça permet de renforcer la voix des immigrants eux-mêmes. Donc, de fait, le discours sur l'immigration francophone, même le discours politique et public, a, a évolué. C'est beaucoup plus présent maintenant qu'avant. Et au niveau du développement communautaire, parce que ma thèse a aussi traité de développement communautaire qui à l'époque n'était pas
était presque non existant. Maintenant, ça a beaucoup évolué dans un sens très positif. Et on lie avec tout ça, donc l'identité des immigrants francophones en provenance donc de cette région ou de l'Afrique ou de la diaspora. Merci. Oui, Si je peux Gérard? me Oui. permettre de prendre la parole, Wislin, et je vous remercie justement encore une fois pour l'invitation. Euh, Merci beaucoup aussi à Amal pour ses propos. Euh, L'impact, en fait, de l'immigration francophone dans les communautés minoritaires est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense, dans la mesure où déjà, il faut prendre en considération ce que sont les communautés minoritaires elles-mêmes au moment de l'arrivée de ces immigrants de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit de communautés qui, depuis pendant un siècle au moins, ont fait des démarches de revendication identitaire auprès des différents gouvernements, tant au niveau des paliers provinciaux qu'au niveau du palier fédéral également. Donc ça, déjà, c'est la prémisse de base sur laquelle il faut se baser pour analyser justement et avoir une compréhension, je crois, assez juste de l'impact des immigrants francophones d'Afrique subsaharienne. Que vont-ils apporter? Ils vont apporter un savoir-faire, mais surtout une voix supplémentaire aux revendications des francophones vivant en milieu minoritaire. Et cette voix-là est très importante. Alphonse, M. Arola, tout à l'heure, disait dans sa présentation, il a parlé de résilience. On parle ici de populations qui ont une histoire de résilience et qui rencontrent aussi d'autres populations qui, elles aussi, font face à une forme de discrimination, une forme également d'ostracisation en raison de leur identité. Et cette rencontre-là va générer encore une dynamique encore plus favorable à la reconnaissance. Moi, je me souviens qu'en 2006, par exemple, on organisait déjà à Edmonton, avait eu lieu un forum, un symposium sur l'immigration francophone et sur notamment comment la société d'accueil pouvait se préparer à l'accueil de ces nouveaux arrivants francophones. Et cette période de 2006, c'est justement dans les statistiques que présentait M. Arola, c'était la multiplication par 12 de cette immigration venue de la République démocratique du Congo. Il y avait une forte arrivée de personnes dans les communautés et comment est-ce qu'on allait justement inclure ces gens dans la communauté francophone, la communauté accueillante, et comment eux allaient s'intégrer aussi à cela. Donc, il y a un apport énorme. On voit aujourd'hui l'OIFC, qui est une organisation extrêmement importante pour la réflexion du futur et de l'avenir de la francophonie canadienne, particulièrement au milieu minoritaire, mais le rôle que cette immigration va jouer dans les établissements post-secondaires, au niveau de la recherche scientifique, au niveau de la formation, au niveau notamment de l'expertise, parce que quand on se rend dans nos écoles aujourd'hui, on peut constater de visu comment est-ce que l'immigration francophone a un impact sur le dynamisme de la communauté et qui est immense. Je vois des leaders communautaires tout autour de mon écran ici qui sont eux-mêmes originaires de cette immigration francophone-là. Je pourrais continuer très, très longtemps, mais je pense que je vais céder la parole à mes collègues, notamment à François éventuellement, s'il le veut bien. Merci beaucoup, Yves. Je ne serai pas long. À la suite de ce que vous venez de dire, effectivement, j'acquiesce et puis je corrobore en disant que et je mets l'emphase ici sur la contribution. Effectivement, ça se voit. Moi, je mets également, je respecte et on dit merci aux communautés et aux leaders qui sont arrivés avant nous, qui ont mené le combat. Je pense ici à Mal, je pense à Florence, qui sont arrivés dans les années 90. Nous, on est arrivé un peu plus tard, mais on est bénéficiaire, Yves aussi, qui est arrivé beaucoup plus jeune et qui a grandi. Nous, on est bénéficiaire des efforts que vous avez faits. Et puis moi, ce que je vois comme contribution, je vois une émulation. Comme Yves l'a dit, vous savez, quand on a des leaders, des leaders d'opinion, des leaders communautaires, des leaders économiques qui ressemblent à ce à quoi on ressemble, qui parlent la langue que nous parlons, ça crée un appel une émulation à être meilleur, à produire mieux, à faire mieux, à aspirer à mieux. Et ça se voit dans la communauté francophone d'origine subsaharienne, d'origine africaine.
c'est on voit des gens qui prennent de plus en plus leur place. On en parlera un peu dans le prochain élément. Je voudrais un peu toucher au niveau des défis et barrières, mais je vais m'abstenir pour le moment parce qu'il y a encore du chemin. Idéalement, vous savez, si je pousse ce modèle de raisonnement au bout, on aime s'identifier aux leaders. On aimerait également avoir des leaders, quoi, des premiers ministres de province, des membres du gouvernement qui ressemblent à ce à quoi on ressemble, qui parlent la langue qu'on parle. Ça vient créer aussi une émulation. Mais je concours à ce qui a été dit en disant que oui, l'immigration francophone a contribué et continue de contribuer de façon très, très, très positive au mieux vivre et au vivre ensemble de ce que constitue le Canada avec nos nuances parce que, et je voudrais faire une digression ici, on est francophone, mais les gens sont souvent surpris que on est francophone d'Afrique subsaharienne, on parle français, mais pour certains d'entre nous, on a une autre langue, une deuxième, une troisième langue qui est une langue maternelle. On écoute la musique dans d'autres langues, le lingala, la bonne musique du Congo, la bonne musique du Soudan. On va écouter le bon makossa du Cameroun, qui sont des langues différentes mais qui n'enlève rien à notre francisité ou notre francophonie. Et ça a toujours été une sorte de petit défi dans les cinq communautés d'expliquer aux gens que la musique que vous écoutez semble ne pas sonner en français, mais elle fait partie du bassin de ce qu'on appelle la francophonie parce qu'elle vient d'un pays francophone. Nous, on s'identifie dans ça sur l'aspect culturel. Ça n'enlève en rien notre francophonie parce que on parle d'autres langues. C'est plutôt un ajout, un atout que un point d'exclusion. Je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, merci François. Alors, merci pour cette transition vers les contributions et réussites. Florence, voudriez-vous continuer, Florence? Euh, est-ce que tu me poses une question? Oui, sur les contributions, en fait. Quelles contributions majeures des immigrantes et immigrants africains francophones avez-vous observées dans nos communautés, dans votre communauté, précisément? D'accord. Alors, je pense que les contributions sont énormes et majeures. Ça serait presque impossible de les raconter en quelques minutes. Ouais. Mais juste avoir la salle là où on est une centaine de personnes, il y a sûrement, la plupart du monde sont déjà probablement des immigrants. Moi, je pourrais au moins citer deux ou trois contributions majeures que je vois. C'est une contribution énorme, c'est tout ce qui concerne le renforcement et la revitalisation des données de la francophonie canadienne, parce que finalement, et puis les statistiques le montrent clairement, la francophonie canadienne de souche serait en déclin si les immigrants n'étaient pas arrivés, en fait. Donc, c'est très bien que nous sommes là et que les politiques canadiennes aussi ont renforcé la venue des immigrants. L'autre contribution importante, c'est tout ce qui concerne vraiment la fabrique des communautés francophones au Canada. Je pense que les communautés francophones sont encore plus riches, spécialement aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, où il est important en fait que la francophonie s'étende au niveau mondial pour toutes sortes de raisons qu'on n'ignore pas. Alors, ça, c'est une deuxième contribution. Puis peut-être la troisième, ça serait vraiment tout l'apport individuel des personnalités ou des gens issus de l'immigration qui contribuent en fait à payer les taxes, à bâtir des organisations comme je vois une personne comme Kimberly qui est en train de faire un travail extraordinaire, Yves Gérard, Amal, François, vous tous en fait. Et même toi aussi, tu as l'air jeune, mais ça a l'air que tu contribues. Je ne sais pas si tu es immigrante, on ne va pas l'assumer comme ça. Mais bon, ça serait ma modeste contribution à cette discussion. Oui, merci Florence. Alors, je laisse la parole à François maintenant, Amal et Yves Gérard. À vous. Oui, justement, je ne serai pas long. En termes de contributions pratico-pratiques qu'on voit dans nos communautés, avant, et Florence vient de le dire, nos communautés francophones étaient en déclin. Moi, je regarde par exemple nos commissions scolaires. Vous savez, par exemple, dans les communautés francophones en situation minoritaire, tous les gains que nous faisons, c'est à coup de procès. Ça prend des années. Il faut porter plainte au gouvernement provincial, territoriaux. Parfois, il faut réclamer ses droits. C'est comme ça que nous gagnons nos écoles. Et c'est vraiment à coup de peine
et de sueur, et on est toujours en retard. Ça veut dire que les besoins qu'on avait à l'année X qui n'ont pas été répondus, on a porté plainte, ça a pris 4 5 ans. Finalement, quand on vient répondre aux besoins, on vient créer une école. Je vais prendre le cas des écoles. L'école répond aux besoins qu'on avait il y a 4 ans. Les besoins ont évolué. Mais si vous allez dans les écoles, c'est l'immigration francophone d'origine subsaharienne qui nourrit nos écoles, qui fait en sorte que nos écoles ne ferment pas. Parce que je dois vous dire, les petites communautés, s'il n'y a plus d'élèves, bah, ils seraient bien contents de fermer ces écoles-là. Et une école qu'on a gagnée parce qu'on a eu un jugement à la cour, si elle est fermée, on sera content de nous aider à les fermer. Donc, voilà une contribution pratique. La revitalisation des communautés, la présence dans les écoles qui vient renflouer les écoles, qui nous donne l'énergie pour aller chercher d'autres écoles et qui nous permet maintenant au niveau de la communauté d'aller chercher d'autres moyens. Ça part de l'école, ça arrive aux organismes communautaires, ça arrive au vivre en commun, ça arrive à l'aspect culturel. C'est comme ça que nos communautés francophones se développent, se maintiennent et grandissent au Québec en situation minoritaire. Amal? Oui, merci. D'abord, je voulais dire que parce que quand, au niveau du développement, sur les études, à l'échelle des études de recherche en immigration francophone, donc quand j'ai amorcé mes recherches dans ce domaine-là, il y avait à peine 2 études. Maintenant, on a l'observatoire, l'observatoire en immigration francophone. Ah, bravo. Donc, pour ce qui est des contributions, en plus de ce qui a été dit, tout est dit en fait, hein, mais c'est vraiment, oui, très important. Et parce que vous savez que l'immigration comme projet contient 3 parties principales, n'est-ce pas? Les migrants, les immigrants eux-mêmes et elles-mêmes, le pays d'accueil, et que là vous faites référence à vraiment plusieurs façons dont l'immigration francophone a enrichi la société canadienne. Et j'aimerais donc préciser les contributions à la troisième partie qui est le pays source ou le pays d'origine. Donc, l'immigration francophone fait des immigrants francophones donc des contributions importantes au développement, qui appuie le développement dans nos pays sources par le biais donc de ce camp de l'immigration transnationale, que ce soit par l'entremise des contributions économiques, socio-politiques, euh, ou culturelles, au niveau de la santé ou autres. Et je vois que Gabriel Leçon fait un commentaire très important aussi. Il y a eu des contributions importantes au niveau de, ça c'est quoi, culture, tout ça, la contribution intellectuelle, donc, par les auteurs et autrices afro-canadiens, canadiennes, francophones. Plusieurs Merci. d'entre eux ont effectivement contribué, continuent de contribuer. Si je peux me permettre, j'aimerais passer aux défis et barrières aussi euh, qui, qui sont rencontrés dans tout ça. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes au mois de février. La raison pour laquelle je crois que nous sommes aussi ici en train d'aborder ce sujet, c'est que c'est le mois de l'histoire des Noirs. Euh, et je veux le placer dans ce contexte-là parce que nous sommes dans un... Le Canada est un pays qui a un sport national qui n'est pas le hockey, mais qui est la question identitaire. C'est le vrai sport national du Québec, du Canada. On en parle, peut-être que je viens de faire un lapsus révélateur ici, mais on en parle beaucoup de la question identitaire au Canada, peut-être un peu trop, dans la mesure où on n'arrive pas à réconcilier les différentes mémoires qui cohabitent ensemble. Et ça, c'est un des défis majeurs que nous avons aujourd'hui. Et c'est un des défis aussi que nous rencontrons dans nos communautés en milieu minoritaire. Quand je dis cela, je parle ici de la reconnaissance, en fait, de cette contribution. Comme on l'a dit, je souligne aussi le commentaire de Gabriel Hausson qui parle donc de la culture qui est l'expression de l'identité. Justement, Gabriel parlait des auteurs, mais on peut parler aussi des artistes, des chanteurs, des musiciens, etc., qui contribuent au dynamisme de ces communautés-là. Et de quelle façon est-ce que leur histoire est aussi prise en considération dans la construction identitaire de la francophonie minoritaire canadienne. Et c'est là que nous ne réconcilions pas essentiellement les mémoires qui peuvent
arriver à s'opposer et qui crée effectivement un véritable défi et une barrière systémique pour le futur. Et quand je parle ici de barrière systémique, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, mes enfants sont nés à Toronto. Ils ont grandi au Canada. Ils s'identifient donc, ils rentrent dans les définitions de ce qu'on pourrait appeler un franco-ontarien, de ce qu'on appelle un franco-ontarien. Mon fils s'est fait dire à l'école, à 13 ans, que en fait, il ne cadrait pas avec avec la définition de franco-ontarien, parce que le franco-ontarien doit être d'origine française, catholique et parlant français. Mes enfants, donc, ne cadrent pas avec un de ces critères-là, n'étant pas d'origine française. Et donc, par le fait même, ce rejet-là va avoir une incidence majeure sur la construction d'un enfant, d'un adolescent de 13 ans, et imaginez pour le futur. Donc, si à 13 ans, et si dès l'école, on commence à fragmenter nos populations et créer des barrières au sein même de nos communautés, bien là, on court inexorablement vers l'exclusion sociale. Et ça, c'est une barrière qui est difficile par la suite à défaire. Parce qu'une personne qui est exclue très jeune ne voudra plus jamais s'intégrer parce qu'elle va s'en souvenir pour le reste de sa vie. Ça fait partie des défis majeurs que nous avons aujourd'hui dans la construction de nos communautés francophones en milieu minoritaire. Et il faut, à un moment donné, rappeler la construction identitaire, le fait qu'on veut absolument enraciner une mémoire comme étant la seule mémoire n'est pas possible pour créer en fait un environnement propice au vivre ensemble. Et je reviens donc à la phrase de Alphonse à la fin de sa présentation. Il parlait justement de construire des sociétés inclusives, qui est notre objectif à tous. C'est très important de cibler cet enjeu-là dès sa source pour éviter effectivement de discriminer et surtout d'exclure dès le plus jeune âge. Merci, Gérard, merci. Alors, François, Florence, Amal, vous avez la parole. Oui, je saute à pieds joints sur ce que vient de dire Yves Ouais. Gérard et je commence avec deux postulats. Le premier postulat, c'est que, vous savez, pour ceux d'entre vous, moi, j'étais un grand fan de la lecture, dont je lisais les Astérix et Obélix. Vous savez, le sport national des Gaulois francophones, c'est la castagne. Donc, quand ils buvaient la potion magique, ils se tapaient dessus toute la journée longue. Personne ne meurt, mais on se tape dessus. Transposer ça, c'est le sport national des francophones, de façon générale. Et dans ce sport national-là, justement, la question identité apparaît souvent, où on va pointer du doigt une certaine origine dans la francophonie en la désignant comme n'appartenant pas à la francophonie, alors qu'elle contribue avec avoir les écoles, avec avoir le développement communautaire. Ça, c'est le premier postulat que j'amène. Le deuxième postulat, et je mets les pieds et je pousse le raisonnement de Yves Gérard un peu plus loin, nous avons, et il faut qu'on se regarde en face, nous, les immigrants francophones d'origine africaine, ainsi de suite, nous avons un problème de deuxième génération. Moi, pour ceux qui ont grandi en Afrique, moi j'étais un fervent écrivain. Ceux qui sont allés aux études en Afrique, il y a un très célèbre écrivain africain qui s'appelle Cheikh Hamidou Kane, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aventure ambiguë et qui décrit un personnage qui n'est pas vraiment moderne et qui n'est pas vraiment traditionnel. Il est quelque part au milieu. Le défi que nous avons, c'est que nous avons quitté, à tout le moins, en ce qui me concerne, on a quitté quelque part, on était plus jeune, un peu plus adulte, mais on a formé une identité, on a une racine. Et puis nos enfants, notre deuxième génération, on l'a eu au Canada. Et justement, la deuxième génération rencontre les défis d'appartenance, ils se font pointer du doigt. Il y a des défis d'intégration, d'identification. Ils n'appartiennent plus vraiment à la culture de leurs parents que nous, on a laissé, dont on leur parle, mais qui pour eux est un mirage. Ils l'imaginent, mais ils ne l'ont pas vécu. Parce que quand je parle à mon enfant de quand tu marches en pleine forêt et que les oiseaux chantent et les grillons et les insectes, et que subitement tout rentre silencieux, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça, c'est des réalités que moi j'ai vécues, qui sont vivantes dans mon esprit. Hein. Quand j'ai grandi, ils ne connaissent pas ces réalités-là. Donc, nous avons un problème de deuxième génération et il faut qu'on, comme communauté, on ait cette conversation à comment est-ce qu'on aide la deuxième génération, c'est-à-dire nos enfants,
à s'intégrer dans ce pays qui est devenu leur pays. Ils sont nés ici pour la plupart d'entre eux. Et qu'ils en prennent possession pour qu'ils réclament leurs droits et se positionnent au même titre que tous les autres dans ce pays qu'on appelle Canada, qui est le leur. Certains prennent le coup chemin en disant, bon, moi, je vais investir au pays, je vais construire au pays, et puis je vais faire tout au pays, je vais ramener mes enfants au pays. Ça ne marchera jamais parce que ces enfants n'appartiennent pas au substrat culturel de là où les parents viennent. Maintenant, comment est-ce qu'on facilite leur intégration pour que notre deuxième génération aille un peu plus loin que nous, où nous avons été, pour que éventuellement dans une, deux, trois générations, le Premier ministre du Canada soit peut-être quelqu'un d'origine africaine, subsaharienne, francophone. C'est un rêve qu'on a le droit d'avoir, nous aussi. Et il faut qu'on prépare nos générations à ça. Et c'est une conversation un peu difficile que nous devons avoir parce que nous le vivons tous chacun de son côté. Mais il est bon qu'on se mette comme communauté et qu'on ait ces conversations-là et qu'on mette en place des stratégies pour faciliter justement cette intégration parce que tous nos enfants, les miens aussi, ils vivent ça à l'école, se font pointer du doigt. Est-ce que tu es vraiment Canadien? Tu es arrivé quand même quand bien ils sont nés ici et qu'ils se sentent eux-mêmes intérieurement Canadiens. Merci. Merci. Florence, Aman. Laurence, allez-y. Ok, merci, merci, Sinon, Amal. oui, d'accord. Donc, moi, je vais aborder cette question sous l'angle du renouvellement du leadership au niveau des afro-descendants ou vraiment de la diversité nouvelle arrivante au Canada. Et puis, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on favorise la relève des gens issus de l'immigration au niveau des postes de décision, au niveau des conseils d'administration, au niveau de la direction des organisations, parce que tout se joue là. En réalité, tout se joue à la tête. Et puis, si nous, les immigrants, nous sommes absents de ces sphères-là, en fait, on oublie la discussion. Donc, comment est-ce qu'on va parler de cela au-delà des barrières à l'intégration? C'est tout le monde se bat. Finalement, on arrive à s'intégrer, pas de problème. Mais ça ne sert à rien que des nouveaux arrivants aussi instruits qu'ils le sont parce que les statistiques démontrent clairement que les immigrants francophones sont même souvent plus instruits que les communautés d'accueil. No offense, là, je ne veux pas offenser personne, mais où sont ces gens-là dans les postes de décision? Je ne les vois pas ministres au Canada, je ne les vois pas au Parlement, bon, très peu. Je ne les vois pas non plus dans des postes décisionnels qui vont finalement influencer la politique d'inclusion de la diversité francophone. Oui, merci. J'aimerais souligner la question de l'institutionnalisation, donc des questions liées aux faits noirs francophones. En l'occurrence, plus précisément, en fait, le mois de l'histoire des Noirs. C'est bien, en fait, que oui, le Canada célèbre officiellement l'histoire des Noirs de cette façon. Ça nous permet de créer des espaces comme cette rencontre qui est vraiment cruciale. Mais ça ne devrait pas se limiter à un mois, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'institutionnalisation, comme j'ai dit, des faits noirs francophones est cruciale. Par exemple, les institutionnaliser dans le système éducatif, hein. Les questions identitaires auxquelles nos collègues ont fait référence, euh, par rapport à la deuxième génération et les autres générations à venir, c'est aussi lié au système d'enseignement et les programmes éducatifs, n'est-ce pas, qu'on enseigne, qu'on apprend. Et il faut donc institutionnaliser l'histoire des Noirs comme faisant partie intégrante de l'histoire mondiale, que ce soit, il y a plusieurs exemples, n'est-ce pas, révolution haïtienne, des luttes décoloniales et autres résistances anti-esclavagistes, des résistances beaucoup plus contemporaines. Donc là, tout ça, il faut vraiment documenter pour que les enfants noirs et les autres aussi apprennent ça dès, dès le départ. Oui. Merci beaucoup, Amal. Euh,
il y a des points de vue qui sont très intéressants. Par ailleurs, quand vous parlez justement de l'enseignement de l'histoire des Noirs au Canada, notamment, et utiliser le système d'éducation pour servir de levier essentiellement à ça, euh, je vous invite à lire une étude de la professeure Tana Turner qui avait été faite pour le compte de la Commission canadienne pour l'UNESCO à l'époque sur justement l'enseignement de l'histoire des Noirs dans le système d'éducation au Canada et comment est-ce que, en fait, c'était quelque chose qui manquait cruellement. Euh, un des éléments, je crois, au niveau des barrières qu'il faut absolument adresser, euh, et là, je vais faire un clin d'œil à des gens qui, au quotidien, rencontrent des personnes immigrantes, noires, francophones ou d'Afrique subsaharienne, euh, c'est le défi notamment de la reconnaissance des diplômes. Le défi justement de cet acquis et ce bagage avec lequel la personne est arrivée au Canada, cette expérience professionnelle et de vie qu'elle a et qui soudainement se retrouve balayée d'un revers de la main comme si ça ne valait plus rien. Alors, il faut imaginer, je pense, surtout noter l'impact que ça peut avoir, non pas sur la personne elle-même seulement, mais sur les générations suivantes. François parlait tout à l'heure de cette deuxième génération et qui, elle, souvent, vit et est tributaire de ce qui se passe euh, de l'arrivée des parents et comment cette inclusion de leurs parents est vécue aussi ou non-inclusion. Parce que la question de la volonté d'intégration, Florence l'a mentionné, on veut s'intégrer. Et comme elle l'a dit, finalement, on finit par s'intégrer comme on peut. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté de nous inclure dans un projet collectif. Ça, c'est autre chose. Donc, comment est-ce que dans tout le débat identitaire que vivent les communautés minoritaires elles-mêmes, comment vont-elles inclure les nouveaux arrivants francophones dans leur construction pour l'avenir, en se projetant dans le futur, et non pas juste en voyant en eux des alliés vraiment dans les revendications, comme François le mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire où on va systématiquement devant des tribunaux, où on va revendiquer des droits. Je le sais, j'ai été directeur des enquêtes pour le commissariat au service en français de l'Ontario et à la FCFA du Canada, justement, on était dans ces revendications-là pour revendiquer les droits des francophones. C'est une chose, ça, mais comment intégrer les aspirations de ces nouveaux arrivants francophones et inclure ces aspirations-là dans le débat et dans les revendications de l'ensemble des francophones. Ça doit faire partie prenante et ça ne devrait pas être exclusivement. Et c'est là que quand on fragmente les mémoires, il y a des problèmes. Quand il s'agit de la reconnaissance des diplômes, ça ne devrait pas être seulement aux immigrants d'Afrique subsaharienne de faire cette démarche systématiquement pour la reconnaissance de leurs diplômes, pour la reconnaissance de leurs acquis, pour la reconnaissance de leur expérience professionnelle. Ça doit être à tous les francophones vivant en milieu minoritaire de faire cette reconnaissance-là aussi au nom de la francophonie canadienne, au nom des communautés dans lesquelles ces gens-là viennent contribuer à l'émancipation et à la croissance de la communauté, tant au niveau économique, au niveau culturel, social. Et il y a une contribution qui est indéniable aujourd'hui, puisque nous sommes quand même dans un pays qui choisit ses immigrants. Faut quand même rappeler ça. Le Canada est un pays qui sélectionne les individus qui arrivent ici et qui a ce luxe-là de le faire. Donc, il est important, je crois, de prendre ces éléments-là en considération quand il s'agit justement des barrières auxquelles l'immigration francophone en milieu minoritaire est confrontée. Merci Yves Gérard. En fait, merci à toutes et à tous, Amal, François, Florence et Yves Gérard. Merci pour vos contributions si précieuses. Alors que nous venons d'aborder toutes les thématiques, les parcours personnels, les contextes historiques, les barrières et défis, l'identité et l'appartenance. Donc, en gros, nous avons parlé de notre passé, notre présent et maintenant, c'est le moment, en fait, d'avoir un regard vers le futur. Euh, sur ce, j'aimerais vous demander, en fait,
J'aimerais avoir en fait vos réflexions là-dessus. Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux arrivants immigrants africains francophones qui arrivent aujourd'hui au Canada? Puis, quel avenir envisagez-vous pour l'immigration francophone africaine au Canada dans les prochaines 25 ans, dans les prochaines 25 années? Répétez la deuxième question, s'il vous plaît. Quel avenir Oui. envisagez-vous pour l'immigration francophone africaine au Canada dans les 25 prochaines années? Oui. Peut-être je vais sauter à pieds joints. Moi d'abord, je suis un optimiste de nature et je suis optimiste pour l'avenir de la francophonie canadienne, la francophonie d'origine africaine au Canada. Mais il y a des petits ajustements et je pense que Yves a tapé sur quelque chose là-dessus. Non seulement il faut le système d'immigration du Canada n'est pas normal. Et je l'ai dit d'ailleurs, la ministre, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de dire à la ministre, parce que les critères qui sont utilisés pour choisir les immigrants, à savoir leur expertise, leur expérience professionnelle, leur diplôme, leurs études, on les utilise pour les choisir avec un système de points. Mais une fois rendus ici, ces critères ne sont plus pris en compte et on jette tout ça à la poubelle. C'est un gaspillage pour le monde entier parce que, je prends une hypothèse, ça prend 25 ans pour former un médecin spécialiste. Il sauve des vies dans son pays d'origine. Vous allez le chercher parce qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Vous lui dites le plus grand nombre de points. Mais une fois rendu ici, vous n'utilisez pas cette compétence et il se retrouve chauffeur de taxi. Ça veut dire que c'est une compétence qui a été formée, qui a été payée à l'UNESCO, qui n'est pas utilisée. Et on est surpris, je disais à la ministre, que le Canada, parmi les pays du G7, est l'un des pays qui a le taux de productivité le plus bas. Parce qu'on utilise, on va enlever des cerveaux ailleurs qu'on vient mettre à la poubelle. C'est comme quand il va au magasin, il fait des emplettes, il achète les meilleurs gigots de viande, et puis arrivé chez lui, il met dans la poubelle. Bon. Maintenant, pour revenir à l'avenir, je suis optimiste. Il va falloir continuer de travailler pour prendre notre espace. Et le conseil que je donne aux gens, c'est n'ayez pas peur de prendre votre espace. On est aussi compétent que les autres et même parfois un peu plus. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre espace. N'ayez pas peur d'occuper les rôles que vous pouvez occuper parce que ça génère de l'intérêt, ça suscite des vocations. Premier point. Deuxième point, pour la prochaine génération, ceux qui ont grandi et qui sont arrivés au Canada un peu plus matures, vivez au Canada comme si vous étiez au Canada. Ne venez pas au Canada et vivez un projet qui vous ramène chez vous parce que ça a un impact sur vos enfants. Quand vous bâtissez là où vous venez, vous ne bâtissez pas pour vos enfants. Mais quand vous bâtissez là où vous êtes, vous créez une rampe pour la prochaine génération pour qu'elle aille un peu plus loin. Donc, voilà mes deux astuces. Je suis optimiste. On est ici, bâtissons ici. Soyez présents là où vous êtes, parce que le défi, et j'en suis coupable aussi, c'est que la génération qui est venue, on est toujours entre deux chaises. On est toujours en train de construire une maison du pays d'origine où on vient, en train d'envoyer l'argent, d'investir là-bas, mais en même temps, on est ici. Sauf que, et on a vu des cas, quand vous êtes parti, la maison que vous avez construite, vos enfants ne mettront jamais les pieds parce qu'ils sont Canadiens, ils sont ici. Donc, bâtissons ici pour l'enfant d'ici. Mais je suis très optimiste pour l'avenir de notre francophonie parce qu'on fait des pas à petits pas, on va y arriver. Oui. OK. On peut? Oui, merci, allez-y, oui. Oui. Oui, merci à François. Moi aussi, en fait, je suis très optimiste de, de, d'une façon très réaliste. Et les deux se croisent. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, François, on peut vivre maintenant vraiment, on est dans l'ère de la diversité, aussi la pratique de la diversité, la mondialisation des mouvements. Donc, on peut vivre dans plusieurs endroits à la fois, n'est-ce pas? Question de transnationalisme et des diasporas. On contribue à plusieurs sociétés qui ne sont pas forcément dans le même pays. Même pour nous, les prochaines générations, quand même, on a un devoir envers le fait noir à l'international, que ce soit par rapport aux pays qui nous ont, ou d'où on a immigré, que ce soit par rapport même à la solidarité noire, n'est-ce pas, pour renforcer le développement,
renforcer les identités de façon inclusive au sein de la diaspora. Et justement, les identités sont disponibles, sont multiples. Donc, et quand les prochaines générations, en fait, justement, je suis en train de finaliser une recherche sur la deuxième génération d'immigrants africains francophones, noirs, en fait, africains et entiers et francophones. Et les jeunes, parce que là, nous sommes en train de parler pour les jeunes. Ah, ça marche des fois. Mais ce que je comprends que les jeunes, en fait, ont vraiment s'intéressent à s'identifier à la fois au Canada et le pays d'origine de leurs parents ou aux autres endroits dans la diaspora. Et comme ça, ils sont en train de redéfinir l'identité canadienne. Donc, l'identité canadienne signifie qu'on est au Canada, mais signifie aussi que le Canada fait partie dans son monde, dans son grand monde. Donc, mon souhait pour l'avenir, et en fait, parce que les deux questions se croisent, et conseil là aux nouveaux arrivants, c'est vraiment au lien avec l'institutionnalisation que j'ai mentionné, c'est que le savoir très riche, savoir indigène, hein, qu'on amène, qu'on apporte, hein, qu'on a appris d'abord dans nos pays d'origine ou ailleurs dans la diaspora. Ce savoir est très riche. Il faut que la société, nous comme communauté, mais aussi la société bénéficie de ce savoir. Donc, savoir que ce soit les contes, hein, n'est-ce pas? Je suis en train de lire l'un des livres que j'aime beaucoup, en fait. Grand-mère, ça commence où? La route de l'esclavage, hein, par Daniel Gisler de la Guadeloupe, hein, qui vraiment raconte hein, l'histoire par des grands-mamans et des grands-papas aussi aux enfants dans la diaspora. Donc ça, c'est un savoir qui est très riche, qu'on ne bénéficie pas, que nous, comme communauté, ni la société canadienne. N'est-ce pas? Donc l'institutionnalisation de ce savoir indigène noir très riche. Merci Amal. Florence, Yves Alors, Gérard. oui, merci beaucoup. Je suis très d'accord avec tous les conseils que François nous a donnés. Effectivement, tu es au Canada, vis au Canada, installe-toi. Mon meilleur conseil aux jeunes générations derrière nous, là, qui sont en train d'émerger, c'est vraiment de prendre leur place parce que à la fin de la journée, la place nous est réservée avec tout le parcours puis tous les combats qu'on a menés. Nous, les anciens, ben, les nouvelles générations peuvent en profiter. Par contre, je suis un tout petit peu en désaccord avec notre ami Amal. Amal, moi, je suis une première génération d'immigrants et puis je vois mes enfants, je suis malheureusement très désolée de voir que les nouvelles générations, ceux qui viennent après nous, en fait, sont tellement, je ne les trouve pas très ancrés dans leur francophonie, que ça me donne l'espoir qu'ils vont se battre comme nous. On dirait, nous, on se bat parce que nous étions la première génération, il fallait trouver notre place. Je ne sais pas si c'est l'expérience de la plupart d'entre nous. Je trouve que les générations après nous sont plus, par exemple, en Ontario, beaucoup plus anglicisées. Même, on dirait, ils s'éloignent du français parce qu'ils ne veulent pas être comme nous, les parents, là, rétro, je ne sais pas quoi. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup par rapport au futur de la francophonie si les générations des nouveaux arrivants, issus des parents nouveaux arrivants, s'anglicisent. Cela m'inquiète beaucoup. Je vais juste mettre une parenthèse, c'est que aussi, dans mon expérience, la première génération que nous sommes se bat tellement pour son intégration qu'à la fin de la journée, il arrive souvent qu'on ne se batte plus pour la langue française parce qu'on est en train de survivre. En fait, se battre pour la francophonie, pour certains, devient comme un luxe. Merci Yves Gérard. Merci beaucoup, Florence. Ce sont des propos très intéressants. Il y a un élément que j'aimerais, si je peux me permettre, souligner. Moi, je suis arrivé au Canada en 1988. Je venais de passer le brevet des collèges. J'étais tout jeune. L'avion qui m'a déposé le 19 juillet 1988 n'existe plus. Ces pièces détachées n'existent plus non plus.
La raison pour laquelle je dis ça, c'est que très souvent, on a aujourd'hui, et je veux en revenir à ce que Florence vient de mentionner, quant à l'avenir et la génération suivante, qui, elle, souvent, peut être née ici. Cette génération-là, il faut éviter qu'elle-même se qualifie de deuxième génération, parce qu'elle n'est pas immigrante, cette génération. Elle est née ici. Elle n'est pas immigrante. Elle n'a rien d'immigrant. Sinon, le fait que des parents sont peut-être venus d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des immigrants. Ce qui explique aussi des fois leur perception par rapport aux batailles de leurs parents, aux revendications de leurs parents, qui des fois ils ne perçoivent pas du tout comme étant les siennes, les leurs. Eux, ce sont vivent et font leur place. Ce que je dirais, et j'espère qu'il y a des gens de l'extérieur du pays qui nous écoutent et qui ont peut-être comme projet de venir au Canada. Ce qui se passe aujourd'hui avec le ou les reculs sur les politiques en immigration au Canada, et notamment dans certaines provinces, sur le repli sur soi-même qui est exacerbé notamment par notre voisin du Sud et par d'autres politiques anti-migratoires qu'on voit aujourd'hui se développer malheureusement dans plusieurs pays occidentaux, doit faire réfléchir également sur un projet potentiel. Mais ce qui est important, le message n'est pas juste à celles et ceux qui ont comme ambition de venir au Canada, mais plutôt à celles et ceux qui y sont déjà et qui doivent accueillir les autres. Faites-leur la place. Construisez avec eux. Assurez-vous que ces personnes-là qui viennent avec la volonté de contribuer puissent contribuer. Donc, il est important de ne pas toujours tourner le fardeau vers celui ou celle qui arrive, qui a déjà, comme Alphonse le mentionnait, et encore je veux revenir à sa présentation du début, fait preuve de résilience, fait preuve d'abnégation, quitte en fait, se déracine pour venir, et une fois arrivée, se fait dire qu'elle a encore des efforts à faire pour s'intégrer. Non, une fois la volonté de venir est déjà une volonté d'intégration, nous devons, nous ici, avoir une volonté d'inclusion pour réellement bâtir quelque chose de collectif. Malheureusement, il faut à ce moment-là qu'on réussisse au moins déjà entre nous à développer une mémoire qui nous est collective. Ça, c'est ce qui est le défi de l'avenir, je pense, pour la francophonie canadienne hors Québec dans les 25 prochaines années. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions et j'espère. Je pense qu'il y a une dame qui, je crois, commence à avoir mal au bras là, parce que son bras est levé depuis Ouais. longtemps. Merci Gérard, merci à vous toutes et à vous tous pour vos contributions. Alors, en effet, c'est le moment d'accueillir ou de recevoir les commentaires, les questions et suggestions de nos participants et participantes. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à lever vos mains. On a Mireille qui a une question, on a Nathanaël. Je vous invite à lever vos mains afin qu'on puisse vous entendre et échanger et enrichir la discussion. Bien, merci beaucoup, c'est Mireille. Je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard, mais euh, je suis arrivée à la partie contribution du panel. On a parlé des défis. Il y a de gros défis. Apparemment, c'est un rocher. Ce n'est pas, même si tu fonces avec la tête baissée, c'est pas possible qu'on y entre. Maintenant, on a parlé de l'histoire. C'est bien de penser à l'histoire. C'est bien d'avoir des mémoires. Et j'ai essayé de prendre un certain nombre de notes sur la question qui me vient à l'esprit, c'est comment on construit le présent. Le passé, oui, l'avenir, oui, mais comment on s'organise à l'interne en tant que communauté pour acquérir ce qui semble pas évident à accéder. Les politiques ne vont pas nous ouvrir les portes. Les politiques, c'est des choses qu'on écrit là-bas. Maintenant, comment nous on fait pour prendre la place à ce niveau-là? Au niveau des institutions, il y a la dame qui a parlé il faut qu'on puisse se positionner au niveau des institutions locales à la base. À ce moment, on est à la base. La communauté francophone subsaharienne, c'est la base.
Donc, il faut qu'on essaye de se positionner nous-mêmes. On ne va pas nous donner ça, et ça va permettre que l'organisation interne au niveau des politiques, au niveau du savoir, euh, il y a quelqu'un qui a posé la question du savoir en disant on a une expertise inouïe. Effectivement, on a une expertise inouïe, mais personne, personne, même pas les Africains francophones. On ne va pas vous servir ça comme ça sur la table. Donc maintenant, comment on fait pour valoriser comme ce que nous-mêmes, comment on fait pour valoriser nos savoirs sur le plan économique, comment on fait pour se positionner, pour influencer les politiques, par exemple, monsieur qui parlait des politiques migratoires, comment on fait pour pouvoir influencer ces choses? Euh, c'est dans le comment nous on s'organise dans le présent et à l'interne. C'est ce comment qui va nous permettre de pouvoir passer le flambeau Oui, c'est aux générations, de permettre que les générations futures aient une place. Nous, aujourd'hui, par exemple, on va parler de nos ancêtres qui ont pu faire quelque chose. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Il faudra que nous, on s'organise de dedans là. Nous, on n'est pas Oui, très organisé de dedans là. On Oui. est très merci. individualiste, comme le disait Oui, le monsieur. merci Mireille pour cette belle question. Alors, on va passer à Nathanaël pour la deuxième question, puis Baba et Éliseo après. Merci à tous. Bonjour tout le monde et félicitations au panel. Très enrichissant. À la suite de ma précédente, je pense Mireille, je pense que la réponse que je peux apporter, c'est de construire le présent en assumant notre différence. Nous sommes, pour la plupart, des Africains subsahariens et nous avons une culture différente. Donc, allez, nous devons d'abord assumer que nous sommes Africains et que nous apportons notre plus-value à la construction du Canada. C'est pour ça que moi, je voudrais plutôt me lancer dans un mot pour nos enfants, de dire à nos enfants que vous êtes des Africano-Canadiens. Tu es un Africano-Ontarien, tu es un Africano-Québécois. Et non de dire que je suis franco-québécois, franco-ontarien. Pourquoi je dissocie cela? La francophonie, c'est pas que l'Afrique subsaharienne. La francophonie, il y a les pays de l'Asie qui sont francophones, il y a les pays du Moyen-Orient qui sont francophones. Et à l'intérieur, est-ce qu'ils vont ils se ressentent pas comme, ils n'ont pas la même diversité, mais on partage plutôt la même langue. Donc, assumons notre culture africaine et c'est ça qu'on doit véhiculer pour nos enfants. Et j'ajouterais aussi que on n'a pas encore trouvé le leadership africano-canadien. Je pense qu'aux États-Unis, tous les Blacks reconnaissent Martin Luther King comme un leader. Mais ici au Canada, je ne sais pas si on a trouvé ce repère historique. S'il y en a, qu'on le valorise, parce que les pionniers, les premiers afros qui ont... Je regardais, je regardais un documentaire que le premier afro qui a défendu la cause des Noirs au Canada, c'est en 1926. C'est soit on va l'ériger comme ce personnage historique que nos enfants peuvent s'identifier, parce que pour nous, ça va être un peu difficile. Nous, on a connu Nelson Mandela. Pour certains qui l'ont vu, moi, j'ai eu la chance de le voir. C'est lui, moi, je me réfère à lui. Mais mes enfants ne vont pas se référer à lui, ils ne le connaissent pas. Mais maintenant, ils sont ici au Canada. On leur parle plutôt de celui qui a combattu afin qu'on reconnaisse l'identité des Noirs et la construction des Noirs au Canada. Là, je pense que ça peut être un dénominateur commun qui va nous permettre d'avancer pour notre vivre ensemble. Merci Merci. Nathanaël, excellent. Maintenant, on va passer à Baba Diop pour la prochaine question, commentaire ou suggestion. Merci, bonsoir et merci, félicitations aux panélistes de très belles contributions. Juste deux points sur lesquels je voulais intervenir. Le premier, c'était par rapport aux contributions effectivement des Noirs au Canada. J'ai envie de mentionner
un peu du côté du côté de la culture, l'existence, au moins ce qu'on connaît, de deux maisons d'édition qui nous permettent non seulement de disséminer la culture africaine en termes de créativité, mais également de conserver celle-ci et de la passer à la postérité. L'autre point, c'était de voir, peut-être ajouter un peu à ce que disait Florence. Je partage un peu son avis, c'est-à-dire qu'il y a une crainte pour l'avenir de la francophonie à mon niveau. Je le dis parce que je suis acteur du terrain, je suis sur le terrain souvent avec les communautés. Ce que l'on constate, c'est que la nouvelle génération, enfin nos enfants plutôt, je veux dire, ont tendance, en dehors du cadre familial et peut-être du cadre éducatif strict, c'est-à-dire les quatre murs de la classe, de ne pas parler français, de s'exprimer en anglais. Et c'est ça le danger. Je donne un exemple. Moi, j'ai connu des familles qui sont arrivées il y a peut-être 4 ans, en 2024, non, 2023-2024. Quand ils venaient de l'Afrique francophone, ces enfants, quand je les rencontrais, on se parlait en français. Mais quelques mois après, même un bonjour en français, on me répond par Hi. Maintenant, le français, là, c'est à l'oubli, ils ne l'emploient plus. Même à la maison, maintenant, parents, papa, maman, qui n'ont jamais appris l'anglais à l'école, je veux dire au niveau supérieur, ne le parlaient pas, s'expriment en anglais pour s'adresser à leurs enfants. Et c'est là le danger. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire conserver le français aux enfants? Si on ne le fait pas, s'ils seront demain aux études supérieures à l'université, dans le cadre de l'emploi au niveau professionnel, le français est perdu. Et en ce moment-là, l'avenir de cette langue qui est le français que nous avons en commun va se défriter, se perdre, en tout cas au niveau de l'emploi, dans le cadre familial et dans le cadre communautaire. C'est Oui. pourquoi je dis, en termes d'avenir, comment on voit la francophonie dans 25 ans, il va falloir, je pense, mettre en place des politiques qui permettraient non seulement aux enfants d'apprendre davantage le français, mais de le conserver et de le pratiquer. Merci. Merci, Baba. Alors, on va passer à la dernière question. Eliseo? Bonjour et merci. Moi, je viens pas, je suis pas originaire de l'Afrique subsaharienne. Moi, je suis originaire du Mexique, mais je suis très reconnaissant parce que grâce à plusieurs amis, surtout venant du Cameroun, de la République démocratique du Congo, c'est que j'ai appris le français. Et donc, pour moi, je suis un peu biaisé. Les subsahariens sont des gens bienveillants parce qu'ils m'ont aidé à apprendre le français. Et donc, je voulais répondre à la question parce qu'il y a un moment, si j'ai bien compris, ils ont dit qu'est-ce qu'on conseillerait aux nouveaux arrivants subsahariens. Moi, j'utilise mon expérience parce que j'ai réussi à apprendre l'anglais en tant qu'homme adulte. J'ai réussi à apprendre le français en tant qu'homme adulte en sortant de mon cercle. Donc, je sais bien que l'unité fait la force, mais je prends également l'exemple, par exemple, au Mexique, il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup. Et ceux qui arrivent à mieux à se débrouiller dans le milieu laboral, dans la vie qui reste au Mexique, ce sont ceux qui ont quitté leur cercle haïtien. Ils ont appris l'espagnol, et ils ont de bons travail. Donc, je pense que c'est très important. Par exemple, moi, je suis en Colombie-Britannique. C'est très important que les gens apprennent le français. Quand quelqu'un va venir en tant que francophone, il faut clarifier que l'anglais, c'est comme la langue dominante ici dans notre province. Donc, ça, c'est très important qu'il essaye c'est à nous de faire l'effort de s'approcher, d'apprendre la culture, par exemple, parce que si jamais quelqu'un commence à travailler à 9 heures et la personne est habituée que c'est bien d'arriver à 9 heures, 9h10, mais en fait, l'expectation, c'était qu'à 9 heures, on est déjà en train de travailler. Alors, on doit arriver 15 minutes avant. Ce sont des genres de choses qu'il faut expliquer par rapport à la culture, par rapport à la langue, mais d'autres, je dirais, avoir que nos enfants sont dans une école francophone, c'est un privilège. Moi, je n'ai pas ce privilège.
Mon fils aîné, il n'a même pas de cours de français, alors qu'il est francophile, j'essaie de l'apprendre, mais il n'a même pas de cours de français à l'école et ça c'est triste pour nous. Mais c'est un privilège. Je l'explique à mes clients que c'est très important que les enfants suivent une formation dans une école francophone parce que comme ça, ils vont rester bilingues. Sinon, le français, ils vont le perdre. Mais en tout cas, je voulais dire merci de m'avoir fait appartenir à cette communauté francophone et, et j'ai beaucoup aimé cet atelier. Merci Éliseo. Alors, je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions et d'avoir commenté. Et, à présent, nous arrivons à la fin de notre conférence, de notre table ronde, et je vais vous demander de participer à notre sondage. Euh, on a un QR code que vous pouvez scanner, que vous pouvez prendre en photo. Je vous demande en fait de rester connecté avec nous, d'abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût de nos activités, de nos ateliers, bien sûr, puis à visiter notre site web, le oifc.ca, pour ne rien manquer. Et là, maintenant, je passe la parole à nos panélistes pour les réponses aux questions, suggestions et commentaires. Merci. Je vais y aller, je vais sauter et je vais essayer d'être bref. Merci à tous pour vos interventions et vos remarques et vos observations. Par rapport à au dernier point, merci beaucoup, Éliseo. C'est toujours une fierté de voir que le français se répand. Je pense qu'il faut une double approche pour la langue française parce qu'on le vit aussi. Il faut une approche de mettre des stratégies pour défendre, que je vais appeler l'approche prescriptive. Il faut défendre, il faut une approche prescriptive, mais il faut aussi une approche marketing de conviction. Nos enfants ne voient pas l'intérêt, ils ne sont pas attirés par le français parce que on n'a pas réussi à leur vendre le français comme étant un atout, quelque chose d'intéressant. Je regarde dans ma propre maison. Les enfants, quand ils veulent jouer les jeux vidéo, c'est en anglais. Ils veulent faire une recherche Google, ça se fait en anglais. Donc, naturellement, ils ont tendance et ils ne voient pas une fierté à parler le français. Donc, il faut qu'on ait une attitude et la prescription avec les enfants ne marche pas. Parce que nous, on parle français à la maison, mais quand le téléphone sonne, quand ils parlent à leurs amis, même si c'est qu'en passant, je peux donner une tapette sur la tête, on dit parle en français, il va parler à son ami en anglais. Donc, le côté prescriptif que nous, on a, notre génération, à savoir, il faut que je garde le français parce que c'est important, c'est mes droits. La prochaine génération n'est pas dans ça. Eux, ils voient, et je pense que notre collègue en avait parlé un peu, ils voient le monde multipolaire, multiculturel. Donc, pour eux, parler l'anglais, c'est naturel qu'on parle le français. Mais pour y voir un atout, parce qu'ils jouent en anglais, ils font des recherches en anglais. Donc, il faut qu'on trouve une approche qui est moins prescriptive, une approche marketing, pour qu'ils voient qu'il y a une fierté à parler français. Ça, c'est la première chose. Il y a une fierté à être bilingue. Il y a un atout à être bilingue. Amal en a parlé un peu. Parce que si on prescrit, comme je vois dans nos écoles francophones, on dit pas d'anglais ici. Quand ils sont en classe, pas d'anglais, les premières écoles francophones. Mais à la récréation, tous les élèves à la cour de récréation, ce n'est pas en anglais entre eux. Donc, le prescriptif ne marche pas. Il faut qu'on trouve une astuce pour. Et puis, le deuxième point, j'ai fini par ça. Parmi les astuces qui vont nous permettre de nous en sortir, il faut aussi, oui, il faut une stratégie de placement de défense, mais il faut aussi une stratégie pragmatique. Je ne vais pas citer le groupe, mais regardez autour de vous, il y a d'autres groupes culturels de d'autres pays qui tranquillement ont mis en place des stratégies pour pénétrer et se positionner, et ça se reflète. Hein, suivez mon regard, je vais éviter de citer le groupe en question, mais vous remarquerez que dans le secteur bancaire, ils sont là. Dans le secteur, ils vont s'assurer qu'ils ont des médecins, ils ont des docteurs, ils ont des avocats, ils pénètrent de façon subtile. Et maintenant, quand vous regardez le gouvernement, ils sont représentés dans le gouvernement parce qu'ils se voient, ils ont une présence. Et ils ne perdent pas leur substrat culturel de là où ils viennent. Donc, oui, il faut réclamer, il faut se positionner, mais il faut aussi être pratico-pratique, à savoir préparer nos enfants, comme l'a dit Florence, à être les leaders de demain. Hein, les médecins, les avocats, les machins. Positionnons-nous dans ce qui est les ordres d'influence, les groupes d'influence. Ayons une présence
Parce que quand il y a une fête, et je termine par ça, je conclue. Vous savez, quand il y a une fête, il y a ceux qui sont dans la salle, qui décident autour de la table, et il y a ceux qui dansent dehors. Pendant longtemps, on a fait partie des groupes qui dansent dehors pour faire l'animation. Il est temps, comme dit Florence, qu'on commence à trouver des astuces pour être assis dans la table. On soit aussi parmi ceux qui discutent des sujets, pas que d'autres discutent les sujets, et puis quand ils ont fini, on dit, mais en fait, entre le groupe de danse. Le groupe de danse vient animer, on applaudit, et tout le monde est parti. Il faut qu'on sorte un peu de ce paradigme-là. Ça passe par la réclamation, mais ça passe aussi par des stratégies de pénétration en s'assurant qu'on est présent à cette table de conversation. Merci. Merci. Florence, Amal, Yves Gérard. Je vais y aller, ça sera pas long. Juste féliciter l'Observatoire pour une discussion très, très riche et vraiment continuer à nous engager autour des discussions aussi stratégiques. Merci. Merci. Oui, de même, je voudrais remercier l'Observatoire et vous aussi, Wisseline, pour le beau travail, mes collègues les pénalistes et tout le monde. Ah, merci beaucoup et puis travaillons ensemble là, pour assurer en fait un meilleur avenir, un meilleur présent et un meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci, Amal. Yves Gérard. Oui, merci beaucoup, Wiseline. Merci pour l'excellent travail. Merci à toute l'équipe de l'Observatoire. J'aimerais répondre, si possible, à quelques-unes des interventions qu'on a eues à la toute fin. J'en profite pour saluer Éliseo, par ailleurs, et le féliciter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je veux revenir à la question, à la première question et le premier commentaire de Madame Mireille, si je peux me permettre, parce que j'ai perçu dans son commentaire, surtout, j'ai entendu très haut ce que je pense plusieurs personnes se posent comme question, qui est comment, ultimement, comment influencer, ce qui veut dire essentiellement comment exister et être reconnu et être regardé aussi. C'est quand même assez profond d'entendre ça aujourd'hui en 2026 dans un pays qui fait la promotion de l'ouverture et de sa construction. Euh, Comment influencer? Je pense que Florence tout à l'heure parlait de prendre sa place notamment et d'exister. On commence à exister effectivement parce qu'il faut aussi être positif dans la lecture qu'on fait du présent. Il ne faut pas voir les défis exclusivement les défis, mais il faut voir les réussites aussi qu'il y a eu dans l'histoire et qu'il y a dans notre présent aujourd'hui pour les Africains originaires d'Afrique subsaharienne et qui sont au Canada et qui s'intègrent totalement, très, très bien dans les communautés francophones. Quand je parlais des écoles tout à l'heure, j'y étais encore cette semaine dans les écoles pour des conférences dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Un élément qui est très important dans les écoles, c'est de voir les enseignants. Les enseignants représentent justement cette diaspora africaine et d'Afrique subsaharienne dans dans le système d'éducation aujourd'hui que nous avons. Mais c'est une réalité aussi qui est assez utilitaire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'enseignants, on va chercher ces enseignants. Malheureusement, parmi les barrières, c'est que ces enseignants-là n'atteignent pas les postes de direction d'école, de surintendance de l'éducation. Je salue Jonel Morvan, qui, je sais, écoute présentement, qui, lui, est surintendant de l'éducation, que je salue par ailleurs. Ça, c'est des choses, c'est des réussites qu'il faut souligner. Nous avons réussi à en avoir quelques-unes. Je salue justement Florence, qui a été la PDG du Centre francophone du Grand Toronto, qui en a fait une organisation centrale dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants francophones, parce que c'est sous sa gouverne justement qu'il y a eu le développement du grand programme d'accueil dans les aéroports au Canada. C'est grâce justement au travail qui a été effectué. Donc, il y a déjà une forme de pouvoir d'influence. Là où il est important de noter ceci, c'est que, et la question qu'on va devoir se poser dans l'avenir, c'est que ce pouvoir d'influence-là, est-ce qu'on veut qu'il soit seulement représentatif de la diaspora africaine subsaharienne ou doit-il être intégré à celui de la francophonie dans son ensemble? Et je crois que là, la question se pose aussi.
c'est de quelle façon est-ce qu'on veut se présenter. Tout à l'heure, on a un intervenant qui disait on doit revendiquer notre africanité, mais je suis certes d'accord avec ça, il faut la revendiquer, très bien, mais comment concilier cette revendication avec l'autre revendication qui est celle d'être francophone et d'être francophone vivant en milieu minoritaire avec déjà des défis d'intégration et d'inclusion dans un projet collectif. Donc, c'est là, je pense, une question que je lance pour l'Observatoire, et je crois que des chercheurs comme Amal seraient certainement mieux habilités que moi pour discuter de ça, mais comment est-ce qu'on peut faire pour structurer une forme d'influence alors qu'on veut revendiquer une identité qui est double, qui est triple, qui est quadruple? Pour nos enfants, la raison pour laquelle ils ne veulent pas ou qu'ils évitent de parler français, c'est qu'ils ont attrapé la même maladie que tous les enfants francophones qu'il y a dans ce pays. L'anglais est un virus aussi virulent que le coronavirus. Tu sors, tu l'attrapes. C'est la réalité aujourd'hui que nous avons. Et l'autre réalité, et je pense qu'il ne faut absolument pas l'éluder, c'est que du moment où la personne est afrodescendante, ses repères culturels, surtout après une certaine génération, parce que François parlait de Makossa tout à l'heure, moi, j'ai grandi avec le soukous, j'ai grandi avec le makossa, j'ai grandi avec la rumba congolaise, mais mes enfants n'ont pas grandi avec Pépé Calé ou avec Zaiko Langa Langa. Ils n'ont pas grandi avec ça. Ils grandissent plutôt avec des repères qui sont anglophones. Et n'oublions pas, la raison pour laquelle nous parlons tous français aujourd'hui, c'est une histoire de colonisation. Et aussi la revendication des identités par notre jeunesse fait en sorte qu'elles ont tendance à repousser essentiellement ce qui, pour elles, illustre la colonisation et la domination de la France vis-à-vis du pays de leurs ancêtres. C'est aussi une révolte. Je suis passé par là à un moment donné. Je trouvais que c'était beaucoup plus cool de parler anglais que de parler français parce que j'ai commencé à m'identifier à Kool Moody, à Eric B. Rakim, etc., etc. Finalement, à un moment donné, oui, en vieillissant, finit par prendre d'autres combats et revendiquer autre chose, mais je ne suis pas désespéré pour autant. La seule chose que je demande à cette génération, c'est de continuer à prendre sa place, à revendiquer ses droits en tant qu'afro-descendant, mais surtout aussi en tant que francophone. Donc, merci encore une fois à l'Observatoire, merci à Kimberly, à l'ensemble de son équipe, et merci à celles et ceux qui aujourd'hui ont cliqué sur le lien Zoom. C'est si inspirant que je n'ai même pas envie de quitter. Euh, un remerciement spécial à vous, chers panélistes. Merci à vous, chers participants et participantes. Merci pour vos engagements, vos contributions, vos échanges et partages. Et au nom de toute l'équipe de l'Observatoire, Kimberly, Claire, Abdul Malik, Eya, Eden, Mohamedou, Max, Amal et tant d'autres encore, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis au plaisir de vous retrouver pour un prochain atelier. Bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.